Voilà, Hafsatou aussi, mesdames et messieurs. Merci Hafsatou d'être avec nous. Je suis sûre que plein d'entre vous, vous connaissez Hafsatou. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'introduction. Mais Hafsatou, moi personnellement, je te connais depuis pas mal de temps. En fait, j'ai essayé de retrouver la date et je me suis dit, Hafsatou, je l'ai rencontrée en 2010 à Deauville, au Women's Forum. Donc voilà, là tu étais Rising Talents au Women's Forum et je démarrais ma carrière de journaliste et j'avais fait un reportage sur les talents au Women's Forum à Deauville et tu étais présente et tu m'avais vraiment impressionnée par justement ton énergie, ton engagement et ta passion. Bravo, quel parcours depuis toutes ces années, hein, bravo. Ouais, ça va être plus simple pour se faire entendre. Donc tu es un modèle, Hafsatou, pour beaucoup. Quelques mots sur ton parcours d'entrepreneur, de femme entrepreneur issue de la diaspora, de tes challenges, de tes réussites. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, donc la parole est à toi. Wow. Bonsoir, merci de m'accueillir. Quelques mots, je dirais que j'ai entendu plein de choses qui font écho. Et j'ai entendu surtout qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et je pense qu'on devient entrepreneur parce qu'on est résilient, parce qu'à un moment, on entend et on écoute certaines choses, on voit et on regarde certaines choses. Et quand on décide de regarder et d'écouter ce qui va nous permettre d'écrire notre projet, notre rêve, je pense que c'est très important. On a grandi dans une société, on parle de la diaspora, mais donc je vais en parler en tant qu'enfant d'un papa sénégalais et d'une maman mauritanienne. On a grandi dans une société où finalement les entrepreneurs, c'était un type de profil, principalement des hommes d'un certain âge. On a grandi dans une société où le bonheur était illustré, le bonheur, la réussite, par un truc un peu cliché, la famille caucasienne qui avait les cheveux blonds, les yeux... Voilà, ça ne me ressemblait pas et j'avais du mal à m'inscrire dans cet univers-là. Et pourtant, j'avais envie de réussir, j'avais envie d'entreprendre. Et j'avais devant moi, devant mes yeux, le plus grand entrepreneur qui soit, qui était mon père. Parce que, Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, être entrepreneur, c'est créer une solution, c'est créer un produit, mais c'est aussi décider, prendre une décision qui va impacter sa vie. Et un entrepreneur, je le dis tout le temps, c'est quelqu'un qui veut changer le monde et il commence par son monde. Et j'avais mon père qui était un immigré, qui était venu, qui travaillait avec dignité pour le SMIC et qui se battait pour qu'on puisse réussir. Et je crois que de là est née mon envie d'entreprendre, ma capacité à me relever des échecs, parce que clairement, on le disait tout à l'heure, avoir un mentor, ça permet de faire moins d'erreurs, mais on en fera, et vous en ferez. Tout entrepreneur fait des erreurs, les meilleurs en fait les plus grosses, et c'est fondamental de se construire, non pas que sur de la théorie, mais sur de la pratique. Et en allant sur le terrain, vous allez trébucher, et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et en regardant ça, je me suis dit, mon père, il est né avec une cuillère en bois dans la bouche. Il en a fait une cuillère en argent, dont j'ai hérité et dont je compte faire une cuillère en diamant. et je me disais, si lui a réussi à travers le parcours qu'il était, tout enfant de la République, tout enfant de la diaspora peut y arriver à condition qu'il y ait un partage au sein de notre société, c'est-à-dire qu'il y ait plus de témoignages. On n'a pas fait les grandes écoles où la théorie est reine, on n'a pas fait tout ça, mais on a la chance peut-être de partager. Et quand on partage avec des gens qui ont expérimenté, on gagne des années. Parce que clairement, un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui est un peu fou, qui veut réaliser beaucoup plus de choses que la vie ne le permet. Donc si on peut gagner du temps, on prend. Ça, c'est important. Donc voilà, quelques mots sur l'entrepreneuriat, selon moi, mais surtout aujourd'hui. Donc, je dirige une entreprise qui accompagne principalement des femmes. On est à peu près 1 millier en France. On est en train de lancer la même initiative sur le Sénégal. On fait de la vente à domicile et digitale de cosmétiques de mode avec une académie de formation au centre qui permet à tout le monde de se former quel que soit le niveau et de travailler non pas sur le petit vendeur à domicile, mais sur vraiment cette notion d'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer le monde que l'on a envie de se créer soi pour se dire j'ai réussi. Parce que la réussite, c'est très individuel, c'est très personnel, c'est très intime. Donc on peut réussir avec peu de choses et en atteignant des objectifs qui ne sont pas forcément des multinationales à des millions, sinon il y en a beaucoup malheureusement qui vont être déçus. Mais quand on entreprend et qu'on s'est fixé un objectif, quel qu'il soit, il est respectable. Et quand on y arrive et qu'on est installé, qu'on peut se regarder dans le miroir et dire je l'ai fait, c'est ça la réussite. Ouais. Et c'est pas un long fleuve tranquille.
C'est tout sauf un long fleuve tranquille. Moi, j'ai aujourd'hui, je vais sur mes 41 ans, j'ai créé des entreprises, j'ai connu des échecs, je recommence en permanence, je dis toujours, j'espère continuer à vivre des échecs. Ça voudra dire que je continue à essayer, à créer, à faire des choses. Rien n'est facile, mais il faut saluer le fait d'essayer. Et tous ces jeunes qui essaient, finalement, ou qui aimeraient être entrepreneurs, parce que le mot entrepreneur aujourd'hui, il est très à la mode, mais qui aimeraient être entrepreneurs, mais qui ne le font pas parce qu'ils ont peur d'être montrés du doigt s'ils échouent. Il faut qu'ils se disent déjà que c'est hyper courageux de se lancer, d'essayer et de faire. Et surtout, il faut apprendre à regarder le verre plutôt rempli, plutôt la partie remplie que la partie vide. Parce que quand il y a du vide, c'est intéressant de se dire qu'il y a encore tout ça à remplir. Donc je pense que dans le mental de nos jeunes, c'est très important de leur expliquer que d'où qu'ils viennent, ils ont la chance de venir de là d'où ils viennent, parce qu'ils vont regarder la vie d'un prisme qui est le leur, et ils vont observer des opportunités que certains, peut-être qui sont nés dans des milieux plus aisés, ne vont pas voir. Et ils vont se construire avec des forces très différentes. Et ce qui compte à la fin, c'est pas d'être né, on dit on est tous nés quelque part, c'est où est-ce qu'on va, comment on y va. Et est-ce qu'on arrive à se rendre fier et à être fier de ce que l'on fait? C'est ça qui compte. Absolument. Et d'ailleurs, tu parles d'échecs, mais les anglo-saxons, nous, on parle de test and learn. On ne parle pas vraiment de failure. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer de changer. Hein. Ça, on entend beaucoup. Je milite pour que l'on change la définition du mot échec. Exactement. Et que ça devienne vivre des expériences qui n'ont pas forcément abouti, mais l'échec est une réussite différée. Ça serait bien qu'on le réinvente comme ça. Alors, Hafsatou, justement, de ton expérience, des programmes pour les entrepreneurs que tu as connus dans le passé, tu as bénéficié. Quel est ton regard aujourd'hui sur l'accompagnement de nos jeunes en France, en Europe? Qu'est-ce que tu vois? Et on va parler des programmes et des solutions tout à l'heure. Quel est ton ressenti et ta vision? Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, effectivement. Les gens ne sont pas forcément au courant de ce qui est mis en place. Donc là, je pense que c'est au-delà du rôle de ceux qui mettent en place les choses, c'est qu'il y ait un partage dans la société, qu'on échange autour de ces belles initiatives qu'on rencontre. Maintenant, je trouve, en tout cas de mon expérience, que souvent, les interlocuteurs que j'ai eus en face de moi n'avaient pas connaissance de ce que pouvaient être nos histoires, nos parcours, l'environnement dans lequel on évoluait. Et tenter peut-être de calquer une solution qui fonctionnait chez un type de personnes sur tout le reste de la société. Et vous savez, par exemple, un business plan, c'est basique. On va aller dans le basique du basique. Moi, j'ai appris à faire mon business plan rue de Rivoli en posant des questions aux gens. Qu'est-ce que vous pensez du nom de ma marque? Est-ce que la prestation est trop chère? Parce qu'on parlait de business plan, j'ai fait des études commerciales pourtant, mais on ne m'a pas appris à faire un business plan. Et il y a plein de jeunes aujourd'hui qui fourmillent d'idées, d'énergie, etc., et qui n'ont pas forcément ces outils-là, ou en tout cas les outils n'ont pas été retravaillés de manière à s'adapter à ces jeunes qui n'ont pas forcément eu ces formations d'école de commerce ou autres. Et en allant aujourd'hui de plus en plus en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, je vois plein de jeunes qui sont extrêmement talentueux. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Il leur manque ces outils-là qui sont exigés par la société. Et pour ça, il faut que les interlocuteurs en face qui sont là pour leur transmettre s'adaptent aussi à cela, parce que Excel pour beaucoup de gens c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Et alors comment on fait? Parce que les plus grands entrepreneurs sont des commerçants qui ne savent pas faire de business plan, mais ils savent gérer leur compte parce qu'ils ont appris. Et donc il faut qu'on adapte tout ça pour permettre non pas descendre le niveau. Je ne parle pas de descendre le niveau pour s'adapter, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça sur plein d'autres choses. Ils sont bien meilleurs que les autres. Mais je parle de s'adapter et d'avoir peut-être différentes méthodes qui fonctionnent pour que les jeunes puissent réaliser leurs projets, qu'ils ne soient pas bloqués, notamment par le sujet du financement, qui demande toujours effectivement des business plans et qui ne sont pas forcément capables de produire et de construire comme il se doit. Mais il y a des choses, et ça, c'est ce qu'il y a à saluer. Mais quels sont les principaux défis justement que tu vois pour nos jeunes entrepreneurs aujourd'hui? Tu as parlé de financement, d'encadrement. Qu'est-ce qui serait, selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloquerait? Ce qui bloque la société, le regard de la société sur ces jeunes-là, ils sont toujours... Si on montrait beaucoup plus de jeunes qui réussissent, maintenant je peux dire les jeunes, parce que j'ai l'impression d'être passée à... Attends, toujours jeune là. mais vous savez, un jour, j'ai eu l'occasion, dans un événement en Afrique, où on avait
plein de tables, la France, l'Italie, le Portugal, qui donnaient leur avis sur, on leur demandait leur avis sur comment gérer la crise. Mais tous ces pays étaient en crise. Pourquoi en Afrique, on allait demander à ces gens-là, demandons à des experts à la limite de ces pays-là, mais pas à ces gens-là de nous expliquer comment sortir de la crise, puisqu'ils y sont. Et surtout, le continent africain, ce n'est pas forcément le même. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'au lieu d'aller demander toujours à des personnes qui ne sont pas dans nos baskets, qui sont pas dans... Et je dis nos baskets, je suis binationale, je suis double nationalité. Donc, je peux dire nous des deux côtés. Ça, c'est super. mais pourquoi les demander toujours à ces gens-là de nous montrer ce qu'est la réussite? On a des réussites partout, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos pays, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal, peu importe. Il s'agit de les afficher en 4x3 et de dire ça existe. Tu peux être né là et tu peux y arriver. Bien sûr. Tu peux être né là et tu peux devenir comme ce monsieur que tu vois là parce que tu as vu, il te ressemble. Il est né au même endroit que toi. Il s'est battu. Moi, je suis née dans une famille de 8 enfants, 4 filles, 4 garçons. Et quand mon frère me regarde et me dit « Oui, mais c'était plus facile pour toi », je peux le regarder dans les yeux et lui dire « Pas du tout, j'ai juste travaillé un peu plus que toi. » Et peut-être qu'effectivement, j'ai eu un chemin de vie qui m'a permis beaucoup de chance et beaucoup d'autres choses. Mais tu ne peux pas partir de ce point de vue défaitiste et tu ne peux pas prendre en prétexte à l'échec des choses qui n'en sont pas. Tu te dois de te dire que c'est possible parce que tu regardes ta sœur et ta sœur déjà a fait un bout de chemin par rapport au tien. Et je pense que si on montre à nos jeunes que c'est possible, juste ça, c'est possible, en changeant la façon dont on s'adresse à nos jeunes issus des diasporas, en changeant certains mots qui sont aujourd'hui, moi, en tout cas, me choquent, sont rabaissants. Quand on parle de diversité, c'est un mot que je déteste. Ça veut dire qu'il y a les gens normaux et il y a les autres. Et nous, on serait les autres. Mais pourquoi eux seraient normaux? Pourquoi nous ne serions pas la normalité et eux la différence et la diversité? Donc il faut qu'on change tout ça parce que c'est ce qu'on dit que nos enfants sont des éponges. Nos jeunes sont des éponges. Et ils pensent à un moment que ce qu'on leur a répété depuis toujours est devenu une réalité. C'est pour ça que je parle d'écouter et d'entendre. Moi, j'ai décidé d'entendre plein de choses, mais d'écouter ce qui m'intéresse. C'est ça que je dis aux jeunes. Je dis, écoute ce qui t'intéresse, écoute ce qui te motive, écoute ce qui remplit ton saut de bonheur. Écoute ça. Et ne va pas entendre ce que tu n'as pas à entendre et ce qui est à mettre dans une poubelle toxique. Donc déjà, moi je trouve qu'il y a plein d'éléments de langage qui doivent changer. On doit cesser de regarder l'Afrique comme le pauvre qu'il faut aider. L'Afrique peut aider aujourd'hui les autres. Bien sûr. Et l'Afrique a des compétences. Et c'est ça le vrai sujet. Hein. Et c'est le vrai sujet. Et ça ne doit plus être une relation unilatérale, on va les aider. Non, ça doit être dans les deux sens. Tout le monde a à apporter à l'autre et ça doit se faire comme ça. Et on doit l'ancrer dans le langage, dans notre langage dès le plus jeune âge. Moi, j'ai une petite fille aujourd'hui qui est complètement métissée, sénégalaise, mauritanienne, française, italienne. Donc, elle est très métissée. Je lui explique que tout est possible pour elle. Tout. Et je compte me battre pour ça. Parce que plus je vais l'intégrer dans son cerveau, plus elle refusera que qui que ce soit décide de son destin. Donc, au-delà des financements, au-delà de tout ça, c'est faire d'abord en sorte que nos jeunes croient dans leurs rêves et soient capables de réaliser leurs rêves et qu'on leur montre tous ceux qui ont réalisé leurs rêves et qu'on arrête de montrer ces diasporas et ces quartiers sous l'angle uniquement de la misère, de la violence ou de toute autre chose et de dire qu'il n'y a que eux qui ont besoin, qu'ils ont besoin d'être aidés. Ils n'ont pas besoin d'être aidés, ils ont besoin d'être accompagnés. Il faut arrêter de confondre assistanat et accompagnement. On assiste, ok, on lâche la personne, elle tombe par terre. On l'accompagne, quand on la lâche, elle avance. Et c'est ça, c'est là-dessus, je pense qu'il faut changer le discours. Donc je ne parle pas de financement, je ne parle pas de business plan, je parle déjà de ça qui pour moi est l'essentiel de l'action en fait. Donc c'est déjà un beau message pour les entrepreneurs et ceux qui nous regardent. Je pense, Absatou, depuis que je te connais, je sais que tu as plein de projets, tu fais beaucoup de choses dans plein de secteurs. C'est quoi la suite? Non, la suite, c'est vrai que je fais beaucoup de choses et parfois je me dis calme-toi. Mais en même temps, je me dis la vie, elle passe tellement vite. Je n'ai pas vu passer ces années. Je me sens encore comme une jeune de 22 ans, mais le temps passe finalement. Tu restes jeune dans la tête. Oui, je suis jeune. Ouais. Même à 70 ans, je serai jeune. Parce que voilà. Mais non, ce que je dis, la suite, c'est de réussir. C'est de réussir. Là, j'ai l'impression, en fait, déjà, quand j'ai monté ma première boîte à 24 ans, jusqu'à 40 ans, j'ai expérimenté. J'ai un peu touché à tout. Et c'est une liberté que je m'octroyais, parce qu'on aime bien dire, attention, si tu fais ça, tu ne dois pas faire ça. Mais moi, je me cherchais, parce que
pendant un moment de ma vie, j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire, et puis à un moment, je me suis cherchée pour me trouver, et à 40 ans, je me suis trouvée. Donc je suis l'entrepreneur que j'ai toujours voulu être, la femme libre que j'ai toujours voulu être, là aujourd'hui à 40 ans. Et donc aujourd'hui, la suite, c'est de créer et de développer mon entreprise en mettant au centre, comment dire, de la valeur, qu'il y ait du sens dans ce que je fais et qu'il y ait de l'impact, tout en ayant bien conscience qu'en fait j'ai une pression quelque part que je ne sais pas si je me la suis mise quand on me dit, par exemple, je suis un exemple. Je ne suis pas un exemple. Je fais ce que, quoi, en tout cas, je ne cherche pas à être un exemple parce que je sais que je ne suis pas parfaite. Et c'est trop de responsabilité d'être un exemple. Et je sais que mon caractère et tout ce que je suis fait que je ne peux pas être un exemple sur tout et je ne souhaite pas l'être. En revanche, c'est de me dire que tous ces jeunes qui m'écrivent, qui me regardent et qui me disent « T'as fait ça, toi ?» Aussi petit soit l'accomplissement. « T'as fait ça? T'as réussi à faire ça ?» J'ai cette mission de continuer à leur montrer que ça, c'est possible. Parce que si j'arrête, j'ai l'impression que je suis en train de leur dire « Non, en fait, c'était pas possible, c'était juste un petit passage. Non, c'était pas possible. » Parce qu'en transmettant ce message, je vais à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on doit offrir des exemples concrets de ce que l'on peut réaliser, de ce que l'on peut faire. Mais voilà, l'étape d'après, c'est continuer à emmener ce projet avec des femmes incroyables. D'ailleurs, demain, si vous vous ennuyez, de 11h à 18h, on est au Hey Mama à Strasbourg. On fait un événement avec une conférence entrepreneuriale où on soutient les hommes et les femmes parce que, alors moi je suis totalement, voilà, les hommes et les femmes, on va donner des conseils, on va passer un bon moment ensemble, donc rejoignez-nous là-bas, ça c'était l'instant pub, il faut toujours en profiter quand il y a ça. Mesdames et messieurs, Hafsat aussi, voilà. qui est venue de Dakar, elle était à Dakar, elle est venue spécialement pour nous à Strasbourg pour nous voir. Vous pouvez l'applaudir. Merci Hafsatou. Merci Acha, merci beaucoup. Merci Hafsatou. Et d'ailleurs, vous pouvez discuter avec Hafsatou tout à l'heure, elle reste avec nous, on aura l'occasion de discuter. Merci Hafsatou. Reste à condition de goûter la flamencuche. Ah, ok, bon, bah, on va essayer. Oui, c'est ça, la flamme-cuche. Merci Hafsat aussi. Donc,